Bonsoir. Je suis seul pour l'instant. Le professeur Naudin va arriver. Il est dans une salle à côté, donc il n'est pas loin. Et il va nous rejoindre dès que possible. Donc on va commencer ensemble. Ça va le faire venir, je pense. Donc, notre thème d'aujourd'hui, psychopathologie du passage à l'acte. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous le faites savoir et puis je vous laisse la parole. Je vais commencer indirectement par autre chose. Vous verrez ensuite où je veux en venir. On va faire des petits rappels pour démarrer, à savoir, premier temps, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Ça date de 1915 à peu près. C'est l'inconscient, le transfert, la répétition, la pulsion. Et c'est notamment traité dans un livre de Freud qui s'appelle Pulsion et destin de pulsion. On décrit quatre destins essentiels au départ. Le refoulement, la sublimation, le renversement de la pulsion en son contraire et le retournement sur la personne. Ça, c'est le point de départ. On peut euh, élargir le champ, diversifier un peu tout ça, préciser un peu tout ça. À savoir, toujours à propos de destin de la pulsion, on peut ajouter la description suivante. Premièrement, le passage à l'acte. Deuxièmement, alors, pardon, passage à l'acte avec deux catégories, impulsif et réfléchi. On verra tout à l'heure pourquoi. Ensuite, le refoulement. Là, je distinguerai deux cas de figure. Celui du surmoi individuel et celui du surmoi collectif. Sachant que c'est dans le cas du surmoi individuel qu'on a le niveau d'angoisse le plus élevé. De toutes les pulsions, enfin, les destins de pulsions qu'on va énumérer, c'est dans celui-là qu'on a le niveau d'angoisse le plus élevé. Troisième cas de figure, on l'a déjà évoqué, le renoncement. Ensuite, la sublimation. Ensuite, trois autres qui n'appartiennent pas forcément à la névrose. Alors, la psychosomatisation, ou la somatisation, tout simplement. Ensuite, la perversion. C'est aussi une réponse apportée à la pulsion. Et enfin, le rejet de la réalité, c'est aussi une façon de répondre à sa pulsion qui est spécifique à la psychose. Donc voilà un petit peu les différentes cas de figure qui se présentent à l'issue d'une pulsion.
Bergeret, lui, simplifie un peu les choses en distinguant trois registres d'expression: mental, comportemental et somatique. Alors, le mental, ben, c'est par exemple la sublimation, la perversion aussi, etc., etc. Comportemental, ben, là c'est tout simple, c'est le passage à l'acte pur et dur. Et somatique, euh, on l'a déjà évoqué. On reviendra ensuite sur cette distinction. Certains auteurs ont avancé une hypothèse à propos du passage à l'acte, d'autant plus s'il est impulsif. Ils ont avancé l'hypothèse d'une carence d'élaboration psychique. Le passage à l'acte impulsif a lieu lorsqu'il y a cette carence d'élaboration psychique. Dans cette catégorie élaboration psychique, bah, évidemment, on peut mettre la sublimation, mais il y en a d'autres aussi. La symbolisation, etc. Euh, le professeur Jean Audin vient de nous rejoindre, donc voilà, il pourra prendre la parole quand il l'aura. Bonjour. Bon, je ne vois pas bien. Ah oui, pardon. Attends, attends. Je vais arranger un peu la caméra pour que on me voit tous les deux. Comment je peux faire là? Je vais faire un peu ça. Voilà. Et peut-être ça. Non, pas ça. Voilà. Voilà, c'est mieux. Même un peu plus, si on peut. Voilà. Donc, carence d'élaboration psychique. Dans ce cas-là, on parle d'incapacité à développer une activité symbolique avec une grande difficulté à mettre en mots, à différencier émotions et sensations corporelles. Notamment, tout ça étant dû à un défaut euh, de fantasmatisation. Tout de suite m'est venue une question euh, en rapport avec notre société actuelle, notre culture occidentale, puisque d'après Bergeret, on a trois types de réponses, pour simplifier, euh, somatique ou corporelle, euh, comportementale ou mentale, pardon. Si on n'a plus le fonctionnement mental, donc la symbolisation, il nous reste le comportement et le somatique. C'est un petit peu notre cas dans notre culture. Donc, est-ce que ça justifierait pas euh, un certain nombre de passages à l'acte aujourd'hui, notamment violents? Et puis, peut-être, ça reste à démontrer, peut-être que le professeur Jean Audin pourra nous en dire là-dessus deux mots, une recrudescence des maladies psychosomatiques. Euh, à voir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ça serait cohérent, je trouve. Oui, oui. Hein, bon. Donc, problème tout à fait d'actualité, quoi. Hein, si la symbolisation est en voie de, allez, on va pas dire d'extinction, mais on va pas aller jusque-là, mais d'affaiblissement, il nous reste
les maladies psychosomatiques et les passages à l'acte. Le problème ne réside pas dans la propension à décharger les émotions, mais dans l'impossibilité de tolérer les affects et les informations significatives qui vont avec. Alors ça, moi, ça me fait penser immanquablement, bon, c'est mon dada, mais tant pis, c'est comme ça, à une fixation très archaïque du style fixation orale. Hein. On sent une intolérance à la frustration, en fait. Ça génère, chez cet individu-là, une incapacité à élaborer ce qu'il ressent. Les affects, pardon, ainsi que les éléments conflictuels sont en quelque sorte, c'est une expression que vous allez reconnaître, forclos du psychisme. On est en présence d'un mode primitif de fonctionnement psychique, du registre préoedipien, qui, à mon sens, rend compte d'une incapacité, celle à freiner l'impulsivité et à tolérer la frustration. Le passage à l'acte vient alors représenter la trace mnésique d'une activité motrice qui vise à débarrasser le sujet d'affects pénibles, ça ressemble fort à un mécanisme de défense, et à maintenir, de façon très sommaire, malgré tout, une représentation. Un autre auteur, jamais, en 1985, fait du passage à l'acte, c'est son expression, hein, le court-circuit de la vie fantasmatique, ce qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Le registre de l'expression comportementale est une position régressive visant à combler euh, les lacunes de l'expression mentale. Le passage à l'acte se révèle un signe assez flagrant, je trouve, de détériorisation de l'expression normale du fonctionnement psychique. Voilà, moi j'ai terminé. Je vous dis bonsoir et non, je laisse la parole. Qu'est-ce que tu peux nous ajouter là-dessus? Ou vous, si vous avez des questions. Oui, voilà. Ce serait plus facile de partir de vos questions. Je ne sais pas si vous m'entendez là quand je parle, mais ce serait plus facile de partir de vos questions ou de vos commentaires. Ce d'autant plus que comme j'ai pas assisté Au début, au début, en fait, je me suis retrouvé d'ailleurs dans une situation proche de la nécessité du passage à l'acte, parce que je suis entré dans un parking dont la porte s'est refermée, je m'étais trompé de parking, et à un certain moment, j'ai commencé à euh, prendre la porte avec les mains et à la secouer, à chercher de façon frénétique quelqu'un à appeler pour l'engueuler. Euh, et, euh, et bon, heureusement, il est arrivé quelqu'un. Euh, et ma colère ne s'est pas épuisée, elle est restée un tout petit peu quand même après, même si j'étais libéré. Et ce type de situation me fait penser effectivement aux situations de passage à l'acte, dans le sens où le lien que je fais avec ce qu'Hervé vient de dire, c'est la question de l'intolérance à la frustration et la question des limites qui semblent nous être imposées du dehors, alors qu'elles ne viennent que euh, quelque part de notre intériorité, des limites qui nous ont été posées par notre histoire, ou de l'absence de limites. Euh, et donc ce questionnement du passage à l'acte dans ses rapports avec les limites et l'intériorité, euh, bon, ça me questionne. Euh, je préfère, c'est vrai, répondre
un peu du tac au tac à vos questions et puis continuer une discussion multiple parce que oui, je suis d'accord avec Hervé sur le fait qu'il y a de plus en plus de passage à l'acte. On en voit on en voit, je veux dire, dans le monde. Le monde est de plus en plus soumis à de multiples tyrannies, à des égaux démesurés, à un manque de symbolisation. Dans l'histoire récente, il y a des défauts de symbolisation flagrants qui ont conduit euh, je pense, à l'émergence de pathologies, non pas nouvelles, mais à l'émergence de pathologies dépressives, euh, passage à l'acte violent, problèmes psychosomatiques, euh, difficultés qui sont causées aux personnalités qui ont du mal à se déployer dans l'ouverture vers le monde et qui ne peuvent pas surmonter pour agir leur liberté euh, l'expérience de la vie quotidienne. Pour moi, c'est très lié à une expérience du temps et euh, de ça, je peux en parler un petit peu, mais j'en ai déjà un tout petit peu parlé lorsque j'ai fait cours à certains d'entre vous sur les états limites. Pour moi, la question du passage à l'acte est très liée à la question des états limites. Euh, Elle est liée aussi à la question de la psychose. J'ai entendu le mot de forclusion tout à l'heure prononcé par Hervé. Et c'est vrai que euh, le passage à l'acte pose à divers titres d'un point de vue psychopathologique la question de la négation. Euh, mais tout ça, je pense, sera plus intéressant de le faire émerger dans la discussion, pour pas en faire un cours trop théorique. Bien sûr, j'ai entendu aussi la notion de fantasme, mais en fait, tout ça, c'est aussi des questions de temporalité. Le- la temporalité du fantasme, la temporalité de l'inconscient. On a eu ce cours magnifique sur le rêve de Madame Aknin la semaine dernière, où je retiens entre autres l'idée que, bien sûr, l'inconscient ne connaît pas la temporalité chronologique, et cette question de la temporalité, elle est au centre du lien qui peut exister dans le présent entre le fantasme et le passage à l'acte, et l'intolérance à la frustration. Donc, quelque part, quelque chose qui peut concerner, euh, si ce n'est la forclusion du nom du Père, en tout cas la question de la négation. Donc, toutes ces questions sont un peu ouvertes. Et je ne voudrais pas y répondre d'une façon trop théorique, parce que là, c'est déjà très théorique. Et je crois que ce qui serait intéressant, c'est la façon dont vous y êtes confronté. Sarah? Ouais, je voudrais revenir sur les raisons du manque de symbolisation. Donc, on a parlé un petit peu du manque de frustration que peut ressentir l'enfant dans les premiers stades. Est-ce on peut penser à d'autres choses, comme par exemple un vocabulaire qui s'appauvrit, ou peut-être des parents qui, à l'inverse, n'écouteraient pas assez leurs enfants et pour mettre des mots sur ce qu'ils ressentent petits? Même adulte d'ailleurs, on est peut-être un peu inhibé. Enfin, j'aimerais bien avoir une réflexion autour de ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a un manque de symbolisation par rapport à avant? Alors, pour ce qui est du vocabulaire, c'est plus une conséquence qu'une cause. L'affaiblissement du vocabulaire, notamment chez les ados, c'est là que ça se manifeste, peut-être le plus. Ça, c'est déjà une conséquence. C'est pas une cause, hein. Euh, je reviens sur, vous vous souvenez, on a déjà évoqué ça, les trois postures de la maman en face de son enfant. L'enfant pleure, il y a trois postures possibles. Premièrement, elle ne répond pas du tout. Bon, ça, c'est à éviter. Là, il n'y aura pas de symbolisation, c'est clair. Deuxièmement, moi, j'avais appelé cette deuxième posture, elle pleure avec lui. C'est-à-dire qu'elle ne symbolise pas le, le tracas de l'enfant, elle lui renvoie, en fait. Donc là, il n'y a pas de symbolisation non plus. Et c'est un petit peu ça, aujourd'hui, ce qui se passe. Et la troisième option, la bonne, ben, ce serait de lui parler tout de suite, mais par contre, de ne pas forcément répondre immédiatement à sa demande. Donc de laisser un temps de latence, en quelque sorte, et c'est ce temps de latence qui va
permettre à l'enfant l'apprentissage, la gestion de la frustration et l'apprentissage de la symbolisation, par exemple. Ça répond à votre question? Oui, oui, merci. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi j'ai un commentaire euh, sur ce que vous avez dit. Vous avez dit euh, qu'il y a au fond des... Est-ce que les parents n'écoutent pas assez leurs enfants? Ou est-ce que... euh, je crois aussi qu'il y a des parents qui écoutent trop leurs enfants. Et c'est difficile euh, de savoir ce qu'il faudrait corriger. Je ne crois pas que ça se situe du côté euh, du comportement qui serait mauvais avec les enfants ou bon avec les enfants, etc. Je trouve que la question, c'est que euh, beaucoup d'adultes dans le monde actuel, manifestement, ne savent pas se diriger eux-mêmes et qui sont donc dans le... euh, ils offrent une protection aux enfants qui est euh, très insécure, en étant tantôt trop protecteur, tantôt excessivement protecteur, mais pas juste ce qu'il faudrait, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir en revenir en fait euh, simplement à Winnicott et à cette idée que euh, une mère ou n'importe quelle figure d'attachement doit être suffisamment bonne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être très bonne, et ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être mauvaise. Cette question de proportion, euh, je trouve que c'est au fond ce qui fait défaut dans le monde contemporain. Il y a une disproportion harmonique en fait entre, euh, par exemple, les ambitions des parents, euh, souvent très élevées, euh, l'idéal qu'ils se font du bon parent est démesuré. Et puis, il y a aussi une disproportion des violences qu'ils exercent pour être bons parents ou mauvais parents. Il y a aussi une disproportion de l'insécurité dans laquelle grandissent les enfants. Le fait d'avoir des limites, par exemple, pour un enfant, c'est très rassurant. Euh, Ce n'est pas un manque de frustration, par exemple, c'est le mot que vous avez formulé, donc qui est très expressif de quelque chose, c'est le fait qu'il faut donner des limites à un enfant qui a besoin de limites. Et les limites, parfois, ça passe par une certaine frustration. Non, c'est désagréable, mais dans un temps légèrement ultérieur, après symbolisation, c'est justement quelque chose qui, en donnant des limites, vous donne le sentiment qu'on n'est pas indifférent à votre comportement et qu'on vous aime. Et donc, il y a... et les enfants cherchent souvent à euh, évaluer l'inconditionnalité de notre amour ou simplement sa pertinence. Et ils le font parfois en faisant des grosses bêtises. Donc, je ne sais pas Et- si j'ai répondu à votre question, j'ai introduit plutôt oui, des... oui, si, si, si. Et votre réflexion sur les états limites, ça va dans la continuité, en fait. C'est pas un autre axe de réflexion, ça va vraiment dans la continuité de ce qu'on se dit, en fait. Oui, Merci à vous deux. Chantal? Bonjour, j'ai manqué les 2 premières minutes parce que j'ai eu du mal à me connecter et du coup, ça je tombe ne bien, moi sais aussi. d'accord. Et du coup, par rapport au sujet, je me demandais de quoi on parle en fait. Quand on parle de passage à l'acte, est-ce qu'on la question, c'est le passage à l'acte pathologique ou est-ce qu'il y a des passages à l'acte qui sont quand même salutaire. Et donc, du coup, là, je me demandais si j'avais pas manqué quelque chose parce que je n'arrive pas à savoir de quoi on parle. Du coup, si c'est vraiment que le passage à l'acte
pathologique ou si la question elle est plus large que ça. Et à ce moment-là, peut-être que j'ai besoin qu'on me redéfinisse ou qu'on me définisse le cadre dans lequel on se trouve. Je pense qu'on envisage le passage à l'acte de manière générale. Hein, D'accord, c'est pas cantonné au passage à l'acte pathologique. Je vais vous faire une d'accord. réponse à peu près analogue et un peu provocante. Il y a quelques années, il y a eu un procès retentissant qui était passionnant, dans lequel un juge a euh, été très indulgent avec une dame qui avait tué son mari. À juste titre, quelque part, dans le sens où cette dame avait un mari qui était très violent avec elle, qui pendant des années, etc., et qui euh, ce n'est pas simplement qu'elle s'est juste défendue, c'est que c'était la seule chose à faire pour pouvoir trouver un petit peu de liberté. Et ce juge l'a compris et donc euh, ne l'a pas accablée par une peine supplémentaire lorsqu'elle a... Et c'est l'exemple même pour moi d'un passage à l'acte euh, euh, qui n'est pas pathologique et qui est à la limite de la norme. Le problème de la pathologie que vous introduisez, c'est que ça pose évidemment la question de à partir de quand quelque chose est pathologique. Mm. Et la deuxième question que ça pose, c'est euh, est-ce que quelque chose de pathologique ne peut pas être aussi très salvateur? Euh, Par exemple, beaucoup de troubles psychosomatiques sont des façons de trouver un salut dans des situations complexes. Et c'est Et puis ça peut être pathologique d'un point de vue social et très salutaire du point de vue individuel. oui, ça peut être pathologique d'un point de vue social et tout à fait très salutaire d'un point de vue individuel. Ça peut être pathologique d'un point de vue individuel Oui. et très salutaire d'un point de vue social. Euh, Ça peut être un petit peu des deux. Je veux dire, dans le passage à l'acte, par exemple, des exemples assez typiques de ce que les psychiatres appellent des passages à l'acte, c'est la tentative de suicide, ou le suicide, par exemple. Ou bien l'agression d'un autre, ou bien un abus, ou bien... Et puis, quand on l'étend euh, dans les termes de la psychopathologie psychanalytique ou de la psychothérapie, on s'aperçoit aussi que passer à l'acte, ça peut être franchir les limites fixées par la, la position analytique se mettre à agir plutôt que de parler. Mhm. Et tout ça a un lien, et pourtant on recouvre des réalités très différentes. Et euh, tout ça a un lien avec la symbolisation, mais peut-être qu'effectivement, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Et que c'est la En tout cas, je vous difficulté. remercie. En tout cas, je vous remercie parce que du coup, il me semble que ça me donne une vision plus, plus claire. Enfin, je situe mieux la question. C'est déjà ça. Voilà, Merci. donc, je vous remercie. Très bien. Alicia? Oui, bonsoir. Excusez-moi, je ne peux pas mettre ma caméra. J'y arrive pas. J'ai une question pour repartir sur la mère suffisamment bonne. Euh, le monde a connu mai 68 avec le changement radical d'éducation. Les ados d'aujourd'hui sont des enfants de mères euh, plus insécures dans leur éducation infantile, dans leur lien d'attachement, et sont aussi des enfants du digital. J'ai l'impression on pourrait dire que nos enfants ont trois parents, le digital, le père et la mère, quand le père n'est pas effacé. Et je me demande, dans la pratique, que faire? Que faire pour que la mère redevienne suffisamment bonne, pour qu'elle-même reconsidère peut-être sa mère comme ayant été suffisamment bonne, et qu'on change de cap, qu'on revienne sur un cap plus sécurisant pour l'enfant, avec l'acceptation de manière générale des frustrations, parce que je pense que c'est aussi le problème de notre époque, c'est que beaucoup de parents refusent la frustration à leur enfant, alors que réellement, on peut estimer que c'est un don pour son enfant, la frustration.
sans excès, bien sûr. Vous pensez qu'on peut faire quoi concrètement pour repartir sur de bonnes bases? Alors qu'on peut faire quoi? Moi, j'ai- j'aurais plutôt tendance à dire que le but à rechercher, c'est la mer suffisamment mauvaise, en fait, aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être ça. Elle est trop bonne aujourd'hui, je Elle crois. est trop bonne. Mm. Et je pensais souvent enfin, je pensais les jeunes mamans. Alors, moi, je parle pour ma génération, donc moi, j'ai un fils ado, donc ça remonte. Mais ne serait-ce qu'en maternité, si on avait un entretien, peut-être psychologique, enfin un entretien en tout cas autour de la parentalité, ça pourrait déjà aider à accepter euh, de frustrer son enfant un minimum. Et je pense qu'on pourrait mettre des choses en place pour que chaque maman bénéficie d'un peu d'écoute et d'aide. Vous en pensez quoi? Oui, probablement que ça faciliterait les choses, mais enfin, j'ai l'impression, mais ça c'est un avis très personnel, hein, j'ai Mhm, l'impression que c'est une évolution, une tendance qui concerne à des rythmes différents, mais qui concerne toutes les cultures. Et donc, du mhm. coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dépasse l'individu, quoi. Ah Donc, je oui, suis pas totalement. sûr qu'on puisse régler aussi facilement que ça la question, quoi. Oui, je cherche des pistes de réflexion, des choses à proposer, mais c'est vrai que c'est pas évident et on se demande cette perte de symbolisme et d'élaboration, euh, si réellement elle est rectifiable ou si elle sera rectifiable au moment où l'humanité en aura besoin. Sans doute, sans doute. En tout cas, c'est pas l'IA qui va nous aider là-dessus. Non, c'est sûr. Je vous remercie. Alors, peut-être que je peux ajouter un petit commentaire. Oui. Euh, Effectivement, bon, c'est pas l'IA qui va nous aider, mais je suis pas sûr que les humains puissent vraiment nous aider dans la. Je le souhaiterais dans la même situation. L'évolution du monde est d'une telle dégage un tel pessimisme que la question du suffisamment bon, par exemple, se pose pour tous les humains, les uns pour les autres. Euh, Personne n'est suffisamment bon et trop de gens se disent suffisamment bons pour, ou très bons pour. La question, c'est que ils passent tous au-delà pour moi, du problème réel, qui est de ne pas passer de temps ensemble, de moments ensemble, de vécu euh, corporel, en présence ensemble. Le problème de l'IA, c'est la distance qu'elle introduit, c'est l'absence de corps. Euh, euh, c'est et l'absence de corps fait que euh, le, le symbolique disparaît. Euh, le symbolique a besoin euh, de s'incarner dans une espèce d'articulation du corps et du langage euh, très forte, première, qui fait que euh, lorsqu'un enfant est porté par quelqu'un, par exemple, euh, dans le fait de le tenir et de le porter à la fois de façon suffisamment protectrice, aimante, euh, suffit à faire passer quelque chose et de l'ordre du maternel et de l'ordre du symbolique. Le temps passé ensemble, le rythme des temps que l'on passe ensemble est beaucoup plus important que tout le reste. Or, si l'on regarde le monde dans lequel nous vivons, ce temps est haché, euh, accéléré, euh, sans conséquence, euh, sans un lien avec l'histoire, aussi bien l'histoire avec un grand H que l'histoire des générations entre elles, dans une même famille. Donc il y a des coupures qui sont des coupures d'ordre symbolique un petit peu partout, ce qui fait que le tissu social dans lequel on grandit est terriblement émietté. Et cet émiettement conduit à des désynchronisations, des dépressions, des passages à l'acte, qui sont très liés aux désynchronisations
des gens avec le rythme du monde. Alors ça peut vous paraître très théorique, mais on en a des illustrations dans les films. C'est vrai que ça commence avec l'ère du portable, et puis les parents postent sur son Twitter qui laissent leurs enfants leur monter sur le nez, sur les épaules, partout, etc., faire n'importe quoi, et qui les entraînent à faire n'importe quoi. Je pense que vous avez dû voir, pour certains d'entre vous, un film de Nanni Moretti qui s'appelle Le Diario Intime. Dans ce film, il y a une des séquences, il y a trois séquences, il y a une des séquences où on voit un père avec ses enfants se faire marcher dessus carrément, tout le temps, tout le temps, tout le temps, très agité, euh, et faire toujours tout ce qu'ils veulent. Et des enfants absolument insupportables. En Mhm. fait, on rencontre ces enfants-là aujourd'hui quotidiennement, mais on rencontre des parents qui sont comme ça. Je veux dire que autrui est souvent comme ça aujourd'hui, sans faire, sans se préoccuper, à faire attention en fait à l'autre dans des petits instants où la présence devrait être commune. Et ça, je crois que l'IA nous contribue à notre accélération et à notre désynchronisation. Mhm. Alors, j'ai répondu un petit peu longuement, mais je crois que c'est vraiment un problème général. C'est un problème général parce que je crois que ça contribue au développement de maladies nouvelles. Effectivement, ça contribue au développement de maladies somatiques, etc. On peut prendre des exemples concrets. Le fait de la réduction du temps que l'on passe dans une maternité. Aujourd'hui, on sort de la maternité au bout de 48 heures. Euh, Quand mes enfants sont nés, euh, on y restait 6 ou 7 jours. Pendant ces 6 ou 7 jours, euh, la parentalité, entre guillemets, était enseignée aux mères et aux pères, mais simplement en étant là avec, en étant soulagé, en étant épaulé, en étant soi-même porté, ça changeait tout. Aujourd'hui, il y a pas mal de euh, jeunes parents euh, qui sont jetés dehors très tôt et qui, même s'ils ne sont pas dans une situation précaire, sont incapables euh, de, euh, de se sentir euh, accompagnés dans leur parentalité. Alors bien sûr que ça peut être fait, tout ça à la maison, euh, s'il y a l'équipe qu'il faut et le temps qu'il faut, et si le secteur dans lequel ils vivent est bien approprié. Mais entre nous, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a personne. Les maternités, on les ferme, et on se retrouve très souvent seul. Donc on est dans un monde dans lequel on est seul en termes de présence, et aussi dans lequel on est seul parce que les amis d'Internet sont des liens faibles, et que les liens faibles que développe l'intelligence artificielle, par liens faibles, j'entends l'expression sociale, mais aussi le fait que ces liens faibles manquent de corps. Je ne parle pas des corps que l'on expose sur le réseau, je ne parle pas justement du sexe, je ne parle pas du corps en tant qu'il est l'objet de l'autre, je parle vraiment euh, du lien affectif qui passe par la tendresse, par l'écoute, mais pas que par l'écoute. Je veux dire qu'on peut être très tendre avec quelqu'un sans lui parler, mais on peut être très hostile avec quelqu'un en lui parlant sans le toucher, ou en l'écoutant sans le toucher. Et euh, c'est un peu catastrophique dans notre monde parce qu'on confond souvent ces, euh, ces attitudes. Parce qu'on dispose de conseils qui sont parfois des mauvais conseils. La plupart des conseils aujourd'hui, il y a des coachs de tout. La plupart des conseils de ces coachs sont souvent très rigides, et cette rigidité est beaucoup plus toxique que les comportements pathologiques qu'elle est censée protéger. Quand aujourd'hui on laisse un enfant pleurer, en le regardant pleurer, parfois pendant une demi-heure, et que vous avez un andouille qui vous a conseillé ça sous le nom de psychologie, mais c'est une horreur. C'est un comportement sadique. Excusez-moi, monsieur On Notin. ne traite pas l'agressivité des enfants en le mettant dans un placard.
Hmm. Voilà. Ce que je comprends de ce que vous venez de dire, c'est on est parlé par l'autre, porté par l'autre, mais que l'autre ne fait plus suffisamment corps. Voilà. Et la disjonction se trouve ici. Exactement. Vous dites mieux D'accord. que moi. J'aime bien reformuler pour Oui, comprendre. oui. Je vous remercie. Eric, Bonjour Hervé, bonjour Jean, bonjour tout le monde. Euh, Jo- Moi, la question que j'aimerais poser, c'est en fait si est-ce que le surinvestissement qu'on n'est pas capable de freiner chez nos enfants, et je m'inclus, hein, voilà, moi j'ai trois enfants, dont un fils de 20 ans, donc en plus en étant du côté de la thérapie, on voit bien tous, nous parents nous-mêmes, à partir de quel moment où on est un peu de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on sait très bien que qu'on a lu plein de choses sur la neutralité avec le patient, par exemple, et puis qu'avec nos enfants, parfois, on a tendance un peu à en faire un peu de trop. Donc, ma question est la suivante, c'est en fait, est-ce que ce surinvestissement généralisé de toutes les sociétés, est-ce que du coup, ça n'a pas non plus, ça se répercute pas sur le patient? Est-ce que le thérapeute parent, est-ce qu'il est capable de rester neutre avec son patient à partir du moment où déjà on n'est pas capable de ne pas surinvestir nos enfants? J'ai pas compris à combien de personnes je parle. Je- Ce que je disais, c'est que en fait, comment on peut rester neutre avec les patients à partir du moment où on n'est pas mesuré avec nos enfants? Oui, mais euh, je répète ma plaisanterie, en fait, simplement pour dire que euh, ce qu'on est en tant que parent, soi-même, et ce qu'on est en tant que thérapeute, et ce qu'on est en tant que patient, euh, est tellement entremêlé. J'entends en deçà de ce qui est apparent, est tellement entremêlé que on peut sans doute pas opposer. Je comprends la question en même temps. Je vais essayer de ne pas botter en touche. Bah, il y a un dérapage généralisé du comportement de tous. Oui, mais ce que j'ai envie de dire simplement, c'est que on n'est absolument pas thérapeute avec ses enfants et qu'il vaudrait mieux ne pas être totalement parent avec ses patients. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que l'état de conscience n'est pas modifié entre notre vouloir et notre pouvoir d'un point de vue de l'affect qu'on installe avec l'autre? C'est que j'ai l'impression que maintenant, voilà, il y a une espèce de papa gâteauisation de la relation à l'enfant, mais je me demande même si on n'a pas ça aussi avec le patient. et je pense Ah, oui, que oui. ouais, ce que vous dites, c'est pas étranger à je sais pas comment l'appeler, l'affaiblissement, mais de la psychanalyse thérapeutique, en fait. Bah, c'est pour ça, parce que tout le monde a le mot bienveillance, on a tous envie d'être maternant, etc. Mais j'ai l'impression il y a plus de volonté de ce côté-là que de volonté de vouloir rester neutre. Alors peut-être que c'est ma propre, sûrement même d'ailleurs, ma propre, on va dire, crainte de ne pas pouvoir justement respecter le cadre. Je le verrai bien que j'exporte en formulant ma question. Mais j'ai l'impression que ce manque de maîtrise, il est généralisé. Puisque moi-même, je me prends en faute avec mes enfants à des fois surinvestir. Et je me dis donc, en tant que thérapeute, si tu n'es pas capable de tenir la barre comme tu le fais avec tes enfants, ça va pas aller. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul dans ce cas-là. En fait, euh, je vais essayer de répondre d'une autre manière. J'entends tout à fait la question, je la comprends et je trouve euh, qu'elle est très sincère. Bah oui, Ce qui est déjà quelque chose qui a beaucoup de sens. je Et pour moi, en termes analytiques, je veux dire que ça pose la question une question classique, quoi, de la direction de la cure. En quoi la cure doit être ou non dirigée et comment.
et la question de la neutralité. Parce que une neutralité qui équivaudrait à de l'indifférence est certainement très toxique, au moins pour une partie des patients. Euh, Par exemple, les états limites. Enfin, c'est un exemple, mais les états limites pointent cette question de l'indifférence d'une façon très crue. Donc, effectivement, quand on est thérapeute, comment peut-on ne pas toujours être neutre? Parce que c'est évident qu'il ne faut pas toujours être neutre. En tout cas, que la neutralité a des limites qui confinent à l'indifférence et aussi à la souffrance que l'on ressent en tant que contre-transfert, par exemple, que l'on peut ressentir quand on se laisse totalement marcher sur les pieds du point de vue de nos propres valeurs. Par exemple, lorsque vous avez des valeurs de liberté et que vous soignez un patient qui est euh, raciste ou antisémite euh, Les deux. ou les deux, qui simplement, chez qui simplement vous le soupçonnez parce qu'il vote Front National, ou etc. Disons que selon ce que vous vivez, ce que vous ressentez, est-ce qu'il n'y a pas des moments où il ne faut pas intervenir euh, euh, d'une part, pour ne pas favoriser, par le fait de se taire, un comportement qui est mauvais pour les autres, et est-ce qu'il ne faut pas aussi refuser de se laisser envahir euh, par un appel à vous demander confirmation, comme une autorisation à exprimer ce qui est de l'ordre simplement de la violence Hmm. et de la prise de territoire. Je crois que c'est une vraie question. Mais Jean, Et est-ce que le talon d'Achille ne vient pas du fait que euh, finalement, le gros pourcentage d'une thérapie qui capote, à mon avis, ou plutôt on va dire qui tourne en rond, c'est le fait que en fait, on n'est pas suffisamment formé pour travailler le contre-transfert. Personne ne nous l'apprend ça. On l'apprend pas à l'école, on l'apprend pas, on l'apprend nulle part. Et en réalité, c'est dans ce virage-là que tout le monde enfin, oui, plus oui, j'avance. oui. Bon, j'ai que 2 ans dans les pattes, hein, c'est pour ça que je repique 2 ans en psychanalyse. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait pratiquement une formation sur comment gérer son contre-transfert avec les patients. Enfin, j'ai un peu dérapé des enfants surinvestis, mais moi, je trouve que c'est intimement lié, à mon avis. C'est qu'on a, on a une propension en ce moment à confondre un petit peu empathie et surinvestissement. Oui, oui. Euh, alors, le problème, c'est qu'à mon avis, une formation sur le contre-transfert serait vouée à l'échec. Parce que présupposerait l'idée qu'il y a à gérer ou à contrôler le contre-transfert. Alors justement, euh, il me semble que par nature, le contre-transfert, c'est ce qu'on ne contrôle pas, quelque part. Et donc, ça devient problématique. La deuxième chose, c'est que, alors, on peut quand même penser que ça puisse exister. Je veux dire, ça va du groupe Balint jusqu'à la résonance dans les groupes à la Al-Qaïm. Je dirais que ça peut aller dans des tas euh, de directions différentes. Mais je crois que fondamentalement, en fait, le contre-transfert, ça se gère de la même façon que le transfert. Et que c'est inséparable, quelque part. Et que donc, euh, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Mme Aknin la dernière fois, c'est que ça concerne des phénomènes qui sont intercorporels, des On a choses que senti l'on que vous l'avez bien ressent. apprécié, hein, Madame Acton. Et, et ce côté intercorporel, euh, je veux dire, parfois, dans le contre-transfert, on se retient d'envoyer des baffes. Comment se retient d'envoyer des baffes dans la vie courante? Parfois, dans le contre-transfert, alors c'est plus fréquent et plus tolérable. Pourtant, je pense que c'est plus grave.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde enfin, à certains moments avec certains patients? Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Qu'est-ce qu'on s'ennuie avec soi? Qu'est-ce que tout ça, c'est de l'ordre. Parfois, on a mal à certains endroits, tout d'un coup, physiquement. Parfois, on n'est pas bien, etc. Dans la position dans laquelle on est. Ou parfois, on est totalement distrait, on pense à autre chose et on n'y est plus. Enfin, il y a énormément de. Enfin, je donne différentes modalités de l'exercice d'un compte transfert euh, qui montrent qu'en fait, on feint l'indifférence, mais que dans la neutralité, mais qu'en fait, de fait, on ne peut pas être neutre et indifférent. Ou bien on fait un autre métier. Mm. On est carrément toxique dans ce moment-là. Et donc, euh, tant mieux si quelque part vous vivez le compte transfert comme encombrant. C'est encombrant et c'est important. Euh, alors, je ne sais pas si la réponse est une réponse vraiment, mais je crois que c'est important. Par exemple, on est confronté à cette situation. euh, les psychiatres d'adultes, les psychothérapeutes d'adultes, les psychanalystes d'adultes euh, traitent des parents, très souvent. Et parfois, on ressent, quand on traite un parent, euh, intimement, la certitude que l'on préférerait que ce ne soit pas notre parent. Et que ce parent-là, euh, ou n'est pas aimant, ou est toxique, etc. Est-ce qu'il ne faut pas, euh, dans ces moments où on ressent des choses comme ça, aller au-delà de la réserve que l'on est censé avoir, aller au-delà de la neutralité et intervenir directement? Est-ce que dans ces moments-là, il ne faut pas dire parfois non à certains comportements? Est-ce qu'il ne faut pas dire à l'autre, vous vous trompez? Oui, à la condition qu'on soit capable en retour de se dire aussi qu'on se trompe nous-mêmes. Et parfois, c'est tout aussi salvateur de dire à la personne que l'on suit, même dans la direction de la cure, que on s'est trompé en émettant tel ou tel jugement. Ça change parfois radicalement les choses. Merci. Stéphanie, Oui, je voulais juste dire éventuellement que est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec ces jeunes qui en ont plus de limites, est-ce que c'est pas un petit peu le revers de la médaille de nos éducations précédentes très autoritaires, très plutôt difficiles, et du coup les générations suivantes on dit, on se sont culpabilisés en disant je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais comme mon père, jamais comme ma mère, ni comme mes grands-parents. Et du coup, bah, j'accepte et j'autorise même ce qui n'est pas euh, autorisable, si je puis dire. Est-ce qu'à un moment, du coup, c'est pas vraiment le revers de la médaille et il va pas y avoir un retour un peu équilibré à un moment, peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard. moi, je crois beaucoup au mouvement oscillatoire, hein. Au mouvement? Oscillatoire. Moi, j'ai beaucoup lu Alice Miller qui parle de C'est pour ton bien. Donc, c'est pour ton bien, c'était avant la guerre et c'était vraiment la maltraitance, mais c'est pour ton bien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas du coup l'extrême inverse, puisqu'aujourd'hui, même si un enfant va prendre, je dirais, alors attention, hein, je suis pas du tout pour donner une fessée, mais tout ça, c'est monté, ça a été monté en épingle par les médias et on n'avait plus le droit du tout même d'avoir d'autorité sur son enfant quelque part. Rassurez-vous, il y a beaucoup de parents maltraitants aujourd'hui. Je suis pas rassurée parce que je suis pas du tout rassurée, non. Non, c'est une plaisanterie. Et malheureusement, c'est la vérité. C'est-à-dire que, oui, il y a des oscillations
entre les générations et ainsi de suite. Et on va dire que le discours officiel change de camp, mais enfin le discours officiel entre guillemets, quoi, euh, le problème de l'éducation, c'est que ça ne doit pas être euh, entrepris de l'extérieur. Il n'y a pas il n'y a pas d'éducation saine, parentale, qui ne passe pas par une remise en question de soi. Et si l'on regarde les- l'évolution du monde, parmi nos dirigeants, qui sont souvent très vieux, il y a beaucoup d'andouilles qui passent à l'acte et qui font absolument n'importe quoi, en toute impunité. Si l'on regarde l'évolution successive des guerres dans le monde, ça ne cesse pas et on recommence éternellement la même chose. Et parfois en pire. Euh, c'est pas très rassurant en fait. Euh, L'idée des modèles de comportement, je crois, et c'est vrai que souvent euh, le modèle de comportement adopté par un parent est aussi un petit peu inverse de celui qu'il a vécu et qu'il a mal vécu. Et laxiste, celui qui a souffert d'un excès d'autorité, ou l'inverse. Euh, Là aussi, c'est une question de proportion. À quoi mesure-t-on euh, comment reconnaître qu'un enfant est élevé pour devenir un sujet? Euh, Comment vous expliquez C'est-à-dire, que les parents sont devenus archi-laxistes? pardon, hein? Laxiste. Comment vous expliquez, Oui, comment vous expliquez que les parents sont devenus aussi laxistes? ben, parce qu'ils pensent à eux d'abord. Ah, Pardon d'une réponse ouais, aussi c'est violent. creuse. Mais Un peu narcissique, oui, ils sont un peu narcissiques. On vit dans un monde narcissique. Si vous voulez, individualiste. par exemple, l'usage du mobile. Moi, il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est quand je me balade avec mes... De temps en temps, je vais, enfin, je m'occupe de mes petites filles et je vais avec mes petites filles dans des parcs, etc. Euh, et je vois que les parents sont beaucoup plus accros au portable, au mobile, que les enfants. Et les parents ne voient même pas ce que les enfants ont vers eux lorsqu'ils sont avec leur mobile. Donc il y a une D'accord. frustration extrême, mais qui se remarque aussi par un excès de laxisme, parce que les enfants dans ce temps-là, ils peuvent faire n'importe quoi. S'ils écrasent les autres, ils ont pleinement le droit de le faire. J'ai un souvenir très traumatique d'un père qui était entré dans la boulangerie dans laquelle j'étais, avec son fils, et le fils et le père avaient une grande épée en bois. Et pour montrer que le père était un bon père, le père jouait avec son gamin qui devait avoir 4 ans, avec son épée en bois, il jouait à Ivanhoé, etc. Bon, c'était un père cultivé, il connaissait Ivanhoé, etc. Et tout ça, c'était dans une boulangerie d'un quartier très bobo de Marseille. Et donc, il remuait tellement l'espace, etc., que plus personne n'existait. Une vieille dame s'est pris un coup d'épée. Et cette scène, elle m'avait été vraiment traumatique parce que je me disais, j'ai eu envie, en fait, j'ai eu une détestation du père interne à me dire ce con montre qu'il est un bon père alors que c'est un père épouvantable et que comme ça doit être malheureux d'être élevé par un con. Voilà ce que je... Et je me suis dit là que c'était un phénomène social, que Ok. malheureusement, euh, il y a un manque de distance avec la pensée. C'est-à-dire, on peut revenir au thème du départ, je veux dire, par rapport à cette idée de manque de symbolisation, de manque de mentalisation des choses. Très souvent, les gens restent dans leur fantasme ou leur idéal du moi, leur moi idéal,
leur image de soi, etc., leur ego qui compte, qui le vaut bien, etc. Mais le problème n'est pas tellement là, c'est qu'ils le font aux dépens de leurs enfants. Mhm. Et aux dépens des autres. Leurs enfants sont des autres. Alors quand même, ce qui est le propre de la filiation, c'est que nos enfants ne sont pas des autres. Simplement, il y a quelque chose de plus compliqué que ça. Et la symbolisation, elle passe par la compréhension de ce côté plus compliqué que ça. On voit des parents se dresser contre leur enfant quand ils sont avec leur mobile, quand ils sont épuisés, en disant à leur enfant, ferme-la. C'est pas la solution non plus. On voit des parents qui, au lieu de dire ça, laissent faire n'importe quelle bêtise, pourvu qu'ils soient tranquilles à pouvoir exercer leur volonté jusqu'au bout. La mentalisation, la symbolisation, ça passe par l'acquisition de proportions à peu près harmonieuses au contact du monde et au contact des autres. Or, effectivement, euh, on a l'air de multiplier les contacts grâce à l'accélération du monde et à l'intelligence artificielle, et en vérité, on les affaiblit. Bon, merci, mais c'est pas très réjouissant parce que je vois pas bien euh, comment ça va se passer dans les années futures et je suis un peu Oui, inquiète en vrai. alors, oui, je peux ajouter une note d'espoir quand même. Pour moi, en fait, oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir à avoir, mais c'est vraiment quelque chose qui est toujours de l'ordre de la présence réciproque. Dans ce monde-là, il faut multiplier les moments de présence ensemble. C'est- Merci. Fanny? Fanny? Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je voulais remercier donc Monsieur Nodin et Eric parce qu'en fait, vous avez répondu à la première question que j'avais, qui était celle de comment on dit à son patient que qu'il n'est pas juste dans une situation ou qu'il a tort ou qu'il suit pas le bon chemin. Voilà, ça me paraît toujours très délicat donc, comme positionnement. Et est-ce que des fois, on se tait pas pour ne pas frustrer, pour ne pas gêner, et finalement, est-ce qu'on est dans le vrai? Voilà, c'était ça la question, mais bon, on a déjà un peu répondu. La deuxième, ce qui m'est venu, c'est qu'on, il y a souvent un discours un peu culpabilisant, en fait, hein, de la nouvelle génération, des ados, des parents, etc., alors qu'au final, je pense que la cause, finalement, elle vient plus de notre société, de notre système dirigé, etc. Donc, je pense que ça, c'est important de le souligner aussi. Et pour ajouter aussi une note un peu positive à tout ce qu'on dit depuis le début, il y a aussi quand même, je pense, des choses positives avec cette nouvelle génération, aussi les réseaux sociaux, etc., a amené quand même des grosses turbulences, mais voilà, il y a eu quand même aussi des libérations, des libertés au niveau du discours, des personnes qui ont pu prendre la parole et des personnes qui ont pu compter sur des mouvements, je pense au mouvement MeToo, des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi quand même du positif dans tout ça. Et voilà. C'est juste, je voulais intervenir là-dessus. Très bien. Moi, j'ai pas de commentaire. Sinon, ça va être trop long. Alors, moi non plus, peut-être par souci, j'ai pas tout entendu. Euh, il y a un problème de micro, en fait, un petit peu. Ah, désolé, peut-être Et que là, vous m'entendez mieux. oui, est-ce D'accord. que vous pourriez reformuler votre question euh, en peu de mots? Alors, par rapport à quoi? Parce que du coup, il y avait trois points, du coup, par rapport à l'accompagnement en psychothérapie, donc des personnes, comment on peut dire, à un patient qui prend pas le bon chemin, qui fait une erreur par rapport à ça. Oui, euh, je pense que le rôle à certains moments du psychothérapeute,
et de montrer à quelqu'un qu'il peut se fourvoyer en suivant ce chemin. Puis, je crois aussi qu'en tant que thérapeute, euh, on ne peut pas faire semblant. Donc, Oui, enfin, si on a un avis, de toute façon, il va transparaître et on ne peut pas faire semblant d'avoir l'avis contraire, tout à quoi. fait. Donc, bon, bah, tant pis, peut-être ça ne fonctionnera pas. Peut-être on ne sera pas le bon thérapeute pour cette personne-là. Mais s'il y a une chance que ça fonctionne, euh, je crois qu'il faut être vrai. Voilà. Vrai par rapport à ce qu'on ressent soi-même. Et tout à l'heure, on parlait du contre-transfert. Euh, J'avais deux choses à dire là-dessus. D'une part, il ne faut pas craindre le contre-transfert parce que c'est un outil, en fait, dont le thérapeute doit se servir. Et puis, pour rassurer un peu Eric, peut-être, euh, Merci. qui, je le sais, est un peu d'obédience lacanienne de temps en temps. Euh, je crois que le contre-transfert, ben, on le travaille tous les jours entre nous, là. Parce que tous les jours, on est exposé à des choses qui nous concernent. Et donc, on apprend à gérer les résonances que ça produit chez nous, quoi. Et Monsieur Madé, du coup, je peux avoir votre réponse rapidement, même si elle est longue. À propos de ces patients, Non, je sais plus. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, ah vous oui, avez... sur le reste. Alors, je vais peut-être vous décevoir un peu, mais tant C'est pis, hein, pas grave. Moi, tant pis, hein. j'aime bien l'adversité, il n'y a pas de Voilà. souci. Moi, personnellement, je crois pas trop, mais je suis peut-être un peu excessif, hein. Je crois pas trop à la société qui fabrique ouais, je veux dire, des individus particuliers. Je pense plutôt à l'inverse, moi. Je pense plutôt aux individus qui fabriquent une société un peu bizarre. Les deux sont Euh, vrais. Sûrement, sûrement. Sûrement que c'est très interactif en réalité, ouais. Et qu'il y a un effet retour, bien sûr, ouais. Ouais. Mais enfin, il faut peut-être pas tout mettre sur le dos de la société, quoi. Voilà. On a chacun notre part de responsabilité, notamment en tant que parent et en tant que thérapeute aussi, bien sûr. Mm. Mais je pense qu'il faut pas tout mettre sur le dos des parents aussi. Voilà, enfin, c'est comme tout, en fait. Il y a un juste milieu, c'est l'équilibre. D'accord. Bon, bah, merci. Je vous en prie. Juliane? Oui, merci, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion sur le manque de symbolisation. Ça m'a fait penser au fait que, je crois que c'est Alicia qui disait que maintenant il y a trois parents, le père, la mère et le digital. Et en fait, pendant des milliers d'années avant, le troisième parent, c'était la religion. Et j'ai l'impression qu'il y a ce manque de religion qui était aussi source de frustration, qui, selon moi, faisait corps. Et il y a ce manque-là aujourd'hui avec le digital qui remplace ça et qui finalement contracte, c'est ce que disait Monsieur Naudin tout à l'heure, contracte le temps. Mais mais voilà, j'ai l'impression que c'est un glissement plutôt mondial en fait. On peut pas, nous, comme ça, changer les choses aussi facilement. Mais est-ce qu'il y aura une oscillation aussi de ce côté-là? Voilà, je sais pas. C'est à ça que ça me faisait penser en tout cas. Oui. Moi, j'ai une question, en fait. Euh, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une recrudescence du religieux. En tout cas, Mm. quand je lis le journal, il y a de la religion partout. Euh, dans les Mm. guerres que cela peut entraîner, Mm. mais aussi dans le recours à des diverses spiritualités, etc. Et ce qui m'étonne, c'est le fait que ce soit parallèle au fait de vivre dans un monde de plus en plus spectral, digitalisé, et parce que je me demande si ça n'a pas un lien, euh, et si finalement il n'y a pas une, une sorte de lien perdu entre les idées abstraites et le monde concret, ou entre les symboles comme processus
d'abstraction et de différenciation, de distance, et l'ancrage dans le monde concret. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte d'amarre qui a été rompue et qu'il faut parvenir à retrouver des liens, Mm. des liens forts. Euh, et au nom de la religion, on fait des choses absolument épouvantables. Mm. Euh, Au nom de l'Internet, soi-disant, euh, on le voit comme un progrès et comme une amélioration des rapports entre les hommes, comme une facilitation et une augmentation de nos capacités. Et on ne voit jamais euh, qu'en fait, cette distance est nécessaire pour être une sorte d'altération de nos capacités, qu'on a besoin d'être altéré, qu'on a besoin d'être mortel, qu'on a besoin d'être pour pouvoir être Mm. vivant. Ouais. Et on ne peut pas vivre sainement dans une société où tout le monde fait comme s'il avait le même âge, où tout le monde fait comme si on habitait le même lieu, où tout le monde fait comme s'il y avait un lieu mythique quelque part où euh, la transcendance pourrait être réalisée. Ça me questionne en fait énormément. Je partage là mes questions, si vous voulez. Je donne pas une réponse. Oui. Je crois qu'il y a un lien euh, entre les immenses progrès de la technique et le retour en masse d'un religieux et de l'obscurantisme. Mais, Il n'y a pas de ça me fait penser. spiritualité, Oui, il n'y a et plus c'est d'âme. ça. En fait, pardon. Ça me fait penser à ce que vous dites, ça me fait penser à la religion comme une fuite en avant dans ce cas-là. Essayer de Oui, se raccrocher à quelque chose sans vraiment y arriver. oui. Mm. Et certaines techniques qui se font passer pour des religions. Oui, merci. Bérénice? Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur votre propos introductif, Monsieur Madet, sur Oui, l'hypothèse d'une carence d'élaboration psychique. oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la nouvelle névrose? Ah, complètement. Complètement. Donc, La nouvelle, on est d'accord? Nouvelle névrose. Ça, c'est à moi, ça. Ça, c'est- Nous attendons tous avec impatience le livre. Euh, donc, on est d'accord, il y a encore des dinosaures de l'ancienne névrose qui viennent vous voir en cabinet. Oui, oui. Euh, Pour l'instant, donc, oui. il y en a encore. Donc, donc ceux de l'ancienne névrose, eux, ils sont quand même sur les trois, le mental, vous avez dit le corporel et la somatisation, si je me rappelle bien. Oui. Comment vivent-ils la, justement cette arrivée de passage à l'acte impulsif, donc cette carence d'élaboration psychique? Comment le vivent-ils eux? Puisque eux, ils s'interdisent du passage à l'acte impulsif. Ah, ben, souvent, pour eux, c'est insupportable. Et ça se concrétise comment? Par de l'angoisse? Certainement, oui. Et puis une, une forme de scission, quelque part, sociale, Oui. entre les générations suivantes et eux, quoi, par exemple. Est-ce qu'il y a même une volonté de retrait social? Euh, non, mais il y a peut-être quelque chose de réactionnaire. Et si vous en avez eu, comment vous faites pour justement pour les garder dans ce tissu social en calmant leur angoisse? La recette initiale, elle est toujours valable, c'est-à-dire que le but, c'était de calmer un peu ce surmoi qui était très inhibiteur. Oui, Ça n'a pas évolué, hein. Euh, ok. le, le, Par rapport à ce qu'on disait au départ, l'évolution au cours du XXe siècle, on l'a déjà évoqué, c'est le narcissisme qui est devenu prioritaire, Mhm. et en même temps un affaiblissement des croyances religieuses. Oui,
Et le résultat de ça, euh, contre toute attente, c'est de l'angoisse. C'est l'angoisse. Donc ça évolue quand même vers ce qui n'était pas attendu du tout, vers plus d'angoisse. Ok. Oui. Mais ça doit être dur, en fait, même pour ces anciens névrosés, de voir arriver ces nouvelles névroses, et puis parce que leur surmoi est fort, comme vous dites, il y a une angoisse. Enfin, Je, ouais, je me pose la question parce qu'effectivement, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on côtoie le FPP certains prêtres, Jean-François Noël, Jean-Michel Fin, etc. Et ils disent, alors tous les deux sont formels, il y a un retour important des personnes, des familles, dans leurs églises. C'est flagrant depuis une année ou deux. C'est vrai. Donc, est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas ce type de réaction, par exemple? oui, oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que comme on est sur la religion, comme vous le dites, on suit quelque chose, notre surmoi forcément est moins, enfin, en tout cas, l'impact du surmoi est moins fort, Ben, c'est pas le même, en fait. C'est un surmoi collectif. collectif. Donc il y a moins Voilà. d'angoisse. Il y a moins d'angoisse. Oui, ok. Ok, intéressant. Bah, merci. Et donc, ça, je trouve que c'est une note d'espoir. Oui, bah, merci. Alicia? Oui, tout à l'heure, pendant que le Alicia, le professeur Nodin... retour. Quoi? J'ai fait quoi? Ah! Ok, d'accord, oui. Pendant que le professeur Nodin répondait à Eric, j'avoue que j'étais un peu partie dans mes réflexions, mais je pratique l'écoute flottante maintenant. Et il y a un terme qui m'a ramené complètement à la conversation, enfin à la réflexion du professeur Nodin, c'est se taire. Il a dit se taire. Euh, et je me suis posé la question de sait-on réellement se taire? Parce que moi, je trouve, à titre personnel, que le monde parle beaucoup et sans généraliser, pour ne rien dire la plupart du temps. C'est une époque bruyante, on entend des téléviseurs, des radios, tout est activé. D'ailleurs, question importante à poser aux passants, c'est supportez-vous le silence ou avez-vous votre téléviseur allumé lorsque vous êtes seul, ou etc., etc. Et du coup, moi, j'en viens à me dire qu'en fait, on entend, mais qu'on n'écoute plus. Et donc, l'enfant lui-même n'écoute plus. Sans écouter, comment pourrait-il symboliser? Comment pourrait-il représenter? C'est la question qui m'est venue en entendant se taire. Ben, enfin, oui, se taire, c'est le silence. Donc, le silence, ben, c'est un petit peu associé quand même à l'angoisse de mort. Donc, ça, Mhm. c'est devenu assez insupportable. C'est de la gestion de la frustration aussi. Donc ça aussi, c'est difficilement concevable aujourd'hui. Donc bah, ça participe au mouvement général. Oui. Ça me semble cohérent avec le reste, en tout cas. Oui, ça fait partie d'un des grands mots de notre époque. Hmm. Plus de silence et sans De, ça, de même que les parents ne conçoivent plus que leurs enfants puissent s'ennuyer. mhm. Il Oui, faut toujours leur fournir quelque chose à faire. oui. Et c'est dans l'ennui et dans le silence bah, qu'ils vont apprendre à gérer la frustration et à symboliser ensuite. Donc Et à s'ils n'ont alimenter pas, quelque chose au aussi. lieu de leur fournir le jouet qui va leur permettre euh, d'être, enfin, comment dire, euh, d'être occupés, on les empêche d'aller trouver l'objet quelconque qui serait le symbole de ce jouet qui leur manque. Mhm. Oui. Oui, l'imaginaire ne s'alimente plus Hum, de la même manière qu'auparavant. hum, Il y a des phrases, je pensais bêtement à une phrase, moi que disait mon grand-père, c'est je dis je m'ennuie. La réponse est prends un marteau et tape-toi sur les doigts. Ça, c'est des choses que beaucoup de parents sont plus capables de faire. Bon, moi, c'est une question d'habitude aussi, mais oui, laisser s'ennuyer, ça permettrait d'alimenter l'imaginaire qui lui-même alimenterait la vraie parole, celle qui a du contenant, du contenu et qui est contenante et hum, qui elle-même participe à la symbolisation. D'accord. Oui, hum. ouais, merci. Karine? Bonsoir Monsieur Madet, bonsoir Professeur Naudin et bonsoir à tous. Hum,
j'écoute les échanges depuis tout à l'heure et ça me pose un petit peu question, notamment sur l'idée du contre-transfert. Euh, Vis-à-vis notamment des patients qui auraient des tendances au passage à l'acte sur la violence et qui auraient des difficultés en matière de symbolisation. Et je me dis, est-ce que quelque part, le contre-transfert donc, qui va émaner de moi, dans mon ressenti, peut-être aussi il y a un risque de jugement face à cette violence, qu'elle soit adulte ou adolescente, qui peut me provoquer éventuellement un certain agacement. Est-ce que je risque pas à un moment donné, et comme peut-être bon nombre de thérapeutes aussi, peut-être c'est possible, de prendre un rôle peut-être parental ou institutionnel ou un rôle d'autorité qui ne correspondrait pas à la thérapie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à ce niveau-là dans l'histoire du contre-transfert? C'est ça qui m'interroge. Je n'ai pas compris la question. Euh, Désolé. bien. Eh bien, quand un patient peut présenter certains passages à l'acte, notamment au niveau de la violence, par exemple les cases de vitrine, etc., où il n'y a pas de surmoi finalement, présente des délinquants, ni plus ni moins, et qui n'ont pas de capacité, de facilité à symboliser leurs actes, comment en thérapie trouver le juste chemin et le juste équilibre pour mener à bien une thérapie avec ce genre de profil, en sachant qu'il y a l'histoire du contre-transfert du thérapeute qui risque de peut-être mal, enfin pas forcément mal réagir, mais peut-être se montrer trop autoritaire avec le patient. Vous voyez ce que je veux dire? Comment arriver à gérer, être dans le juste chemin? La question peut-être mal formulée. Oui, alors j'ai compris la question, mais je ne sais pas y répondre. Euh, la réponse qui me viendrait, euh, c'est plutôt, est-ce que l'on est capable de repérer au préalable, parmi les patients que l'on prend en charge, ceux que l'on peut prendre en charge parce qu'on sait qu'ils seront toujours dans le cadre euh, symbolique du traitement que l'on entreprend, ou est-ce que l'on ne peut pas anticiper qu'ils puissent en sortir? Dans le cas des patients dont on n'a pas pu anticiper la chose, euh, il y a parfois des patients dont il faut se défaire. Euh, euh, Parfois, il vaut mieux refuser de prendre en charge quelqu'un. En Alors, fait, c'est une... c'est d'abord connaître nos propres limites et nos acceptations avec ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Moi, visiblement, bon, par rapport à ça, j'ai certaines limites que d'autres n'auront pas forcément. Et ne pas chercher à aller au-delà de nos propres limites. C'est là où on prend le risque, justement, que ça se passe mal en thérapie à un moment donné, si je comprends bien, c'est ça. Hmm. Et donc, le repérage doit se faire en amont, de suite, lorsque le patient se présente au thérapeute, si je comprends bien. Ce qui n'est pas toujours évident parce que d'un côté, il peut présenter des symptômes ou des signaux bah, qui attirent l'empathie du thérapeute, justement. Je reviens à ce que disait Eric tout à l'heure. Et masquer les symptômes d'agressivité du patient, où le thérapeute il peut se laisser un petit peu embarquer sur le versant empathique parce que trop compréhensif à l'égard du patient qui a subi tel ou tel traumatisme, des choses comme ça. Et au cours de route, finalement, s'apercevoir que bah, finalement, non, ça ne va pas le faire. C'est ça que je crains. Je ne sais pas si je m'exprime bien dans ma façon de
avancé. J'ai un peu de mal de m'exprimer dans ce que je veux dire. Je ne sais pas si je suis bien compréhensible à ce niveau-là. Euh, Est-ce que c'est systématique, en fait, le thérapeute, est-ce qu'il est en mesure systématiquement d'anticiper la suite de la thérapie à venir avec un patient? Est-ce qu'il risque pas parfois de se faire avoir lui-même par sa propre empathie et sa propre empathie visant à masquer les symptômes d'agressivité du patient que le thérapeute ne pourra pas envisager? Je sais pas si j'arrive, je sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si tu es bien clair. Est-ce que je peux intervenir, Hervé Allez-y. non, parce que moi j'ai un exemple. C'est très difficile d'anticiper quoi que ce soit, hein. Je pense que quelqu'un qui déjà serait dans un passage à l'acte systématique ne viendrait pas nous voir. Mm. C'est-à-dire qu'il y a déjà ça au départ, c'est que dans la démarche d'aller voir quelqu'un, c'est qu'on espère quelque chose, on pense que quelque chose est possible, on va faire confiance à quelqu'un. Donc c'est déjà des choses qui sont dans la tête de la personne quand même. Il y a certaines personnes qui disent, même des analystes qui disent, dès l'instant où on a passé le pas de votre porte, quand on a ouvert la porte et qu'on est rentré dans le cabinet, il y a une partie de la solution qui est là, hein. Mm. Donc, il y a des personnes qui vont jamais le faire dans les tempéraments que vous décrivez. Après, le fait d'anticiper, moi, je pense que c'est pas possible. Moi, je me suis trouvée confrontée à un monsieur qui acceptait les règles de la cure, hein, mais qui se trouvait confronté systématiquement, il changeait de travail. La cure a duré pratiquement 2 ans. Il a changé de travail 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, il retrouvait du travail, mais à chaque fois, il s'engueulait avec tout le monde. Et à chaque fois, ça finissait à jeter des outils, à partir en criant. Et donc, il recommençait, recommençait. Et en fin de compte, le passage à l'acte qui s'est vu dans la thérapie, bah, c'est qu'il est parti du jour au lendemain, sans nouvelles. Et ça s'est terminé comme ça. Mm. Mm. Est-ce que vous l'avez prévenu qu'il allait faire ça? Est-ce que je pensais que Juste. c'est ça la question? Ça a été coupé. Oui, excuse-moi, est-ce que tu l'as prévenu qu'il allait faire ça? Est-ce que tu as anticipé le coup ou pas, ou tu lui en as pas parlé? Ah non, 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 c'était pas anticipé. C'était pas anticipé. Il y avait des séances où il y avait beaucoup de colère, où on travaillait sur cette colère, parce qu'il y a plein de chemins, hein, et de voies voilà, pour parler de la colère. Elle vient de plein d'endroits différents, pour plein de raisons différentes. Mais non, c'est très difficile d'anticiper le fait que la personne, au rendez-vous qui est dit, ne vient plus. Et ça, je pense que c'est un passage à l'acte. Ouais, mais enfin, Euh, je ne veux pas prendre la parole et gratter les mains pour tout le monde, mais à mon avis, quand tu voyais qu'il changeait beaucoup de travail, tu as dû voir le truc arriver de loin, non, ou pas? Non. C'était cyclique. Il y avait quelque chose de cyclique qui revenait. Mais de là à quitter la cure, quitter la thérapie, Ouais, tu t'en doutais pas, ok. mais non, parce qu'il est revenu à chaque fois, hein, et quelque Ok, chose se faisait à chaque Oui. fois. Mais le seul travail finalement dont vous avez pensé qu'il ne le quitterait pas, c'est le travail psychanalytique. Oui. Et euh, ce qui peut tout à fait se comprendre, je veux dire, on est parfois déçu euh, par les patients en qui on a placé l'espoir de leur être utile. Euh, c'est, ça peut passer. Ah oui, non, non, mais moi, je réponds aussi à Oui. ça avec la question de la supervision par rapport au contre-transfert. Hein, ce fameux contre-transfert, l'endroit où il faut le travailler, c'est la supervision. C'est quand même essentiel, hein. Je crois qu'il y a, en fait, dans toutes les psychothérapies,
que l'on fait et qui dure, euh, il faut vraiment toujours s'inquiéter quand on trouve que ça se passe bien. Et qu'en fait, il y a quelque chose qu'il y a quelque chose que l'on a fait de vraiment bien. Et c'est difficile à accepter parce que ce n'est pas faire preuve pour autant de pessimisme, c'est simplement qu'il faut peut-être toujours avoir présent à l'esprit le fait que c'est la répétition qui est la plus forte. Euh, et pour nous tous. Et que donc, ça ne sert à rien de se révolter contre la répétition. Il faut plutôt parvenir à s'en servir. Et c'est dans ce sens-là que j'entends la remarque d'Éric, qui dit, mais est-ce que tu as pu le prévenir? Ben non, vous l'aviez pas anticipé, donc vous ne pouvez pas le prévenir. On n'anticipe pas tout ce que les patients feront, mais peut-être que, presque par présomption, on va dire, ce qui nous arrive à tous, euh, vous pensiez que euh, vous anticipiez de façon certaine qu'il allait revenir. Non, j'anticipais rien du tout. J'accompagnais ces allers-retours. J'accompagnais ces allers-retours. C'était une sorte d'accompagnement et rien ne dit qu'il ne reviendra pas pour recommencer quelque chose aussi, hein. Et ça a été une action qui a fait que du jour au lendemain, il ne s'est plus présenté au rendez-vous. Mais dans sa vie en général, c'est-à-dire que j'ai su aussi qu'il avait rompu tous les réseaux sociaux. Enfin, il y a eu quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il a coupé quelque chose. C'était pas uniquement, enfin, c'était plus global, hein. Oui, je ne sais Voilà. pas si ça peut vous rassurer, ça nous est arrivé à tous. Oui, oui, oui. Mais c'était juste pour répondre à la question. Je trouvais ça, voilà, ça pouvait illustrer la question. Merci de m'avoir laissé la parole. Et Laure, Bonsoir. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que le passage à l'acte, c'est quand l'agressivité devient agression? C'en est une forme. Ok. Alors moi, je trouve que on gère mal l'agressivité des personnes et qu'on est dans une sorte de dualité entre du non agressif ou du tout agressif, par exemple avec ce petit garçon à la boulangerie avec son papa. Et que justement on laisse pas exprimer l'agressivité, mais dans un certain cadre et limite. Et ce que je peux voir, c'est que globalement, les lois de société en France, elles sont plutôt assez, elles ont une visée de zéro agression, mais derrière de zéro agressivité. Et je trouve elles vont intruser jusqu'à l'individu même de l'expression de son agressivité, et ça nous rend plus en fait sujet. Enfin, j'ai l'impression qu'avant il y avait un peu plus de manifestation de cette agressivité dans les voies publiques, et que maintenant on est de plus en plus un peu trop en fait mis dans un cocon d'empathie, de bienveillance avec les autres, etc. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? pour vous, ce que vous dites, c'est trop de censure, c'est ça? C'est de la censure au niveau, oui, au niveau des lois sociales, ouais. Euh, Moi, l'idée qui me vient, c'est que la loi, si c'est une émanation de l'individu, l'individu étant de plus en plus narcissique,
il a de plus en plus besoin d'être protégé. Il est de plus en plus inquiet, demande de plus en plus de protection. Et donc la loi reflète ça. Oui, mais là, en fait, c'est agir sur, en- dans l'immédiateté, dans les faits d'agression. En fait, ça prévient pas, c'est pas dans une sorte de prévention et d'aller travailler justement sur cette agressivité, sur exprimer cette agressivité. En fait, j'ai l'impression que les lois, elles arrivent pour aller, si vous voulez, pour aller directement dans de l'agression et du coup, elle empêche l'agressivité. De s'exprimer. C'est très flou. En fait, je trouve que ce que j'entends est très flou. J'ai beaucoup de mal en fait, à pouvoir répondre. Parce que pour pouvoir répondre, il faudrait que j'émette un jugement sur l'agressivité ou sur l'agression. Faut que Laure coupe son micro. Hein. Et donc, c'est difficile pour moi de vous répondre parce que au fond, je ne sais pas à quelle situation ça fait référence. Le, le lien de la personnalité ou de la personne et de la situation, euh, tel que vous le décrivez, euh, ne peut pas être explicité. Or, c'est quand même ça qui permettrait de lui donner du sens. Alors, dit autrement, mais ce n'est pas le lieu. Il faudrait partir d'un cas précis clinique, par exemple dans le terme de la psychothérapie, ou bien partir d'une expérience propre dans le cadre d'une psychothérapie que l'on ferait ensemble, ou partir de... euh, mais ça ne peut pas être juste un problème de société. En tout cas, pas dans le cadre de la psychothérapie ou de la psychanalyse. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est que quand même, les lois s'immiscent énormément dans notre identité d'être individu. Mais encore heureux. Pardon de le répondre comme ça. Elles doivent protéger. Oui, elles doivent protéger tous. Mais j'ai l'impression qu'elles nous rendent plus sujets. Alors, un exemple, parce que vous voulez un exemple, l'exemple de la parentalité est assez probant pour moi. Quand on voit un petit peu l'aspect gouvernemental qui veulent aller dire des choses éducatives à des parents. Enfin, je trouve que c'est trop intrusif. Et ça ne permet pas aux parents d'être sujets, d'être parents eux-mêmes. L'exemple des violences éducatives ordinaires, par exemple. Oui. C'est-à-dire, donc... Elles posent de leurs limites. Dans la file d'un supermarché. Voilà. Si vous voulez, on a l'impression que vous exprimez une opinion, mais qu'il n'y a pas de distance, justement, par rapport à cette opinion qui permettrait de généraliser aux questions posées par la psychothérapie, la psychanalyse. C'est ça qui est difficile. Je comprends. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a une agressivité, en fait. Voilà. Et qu'on veut, en fait, nous la faire diminuer. Ben oui, voilà. Pourquoi pas. Ce serait mieux si on était moins agressif, pardon. Mais bien entendu que personne ne va pouvoir nous l'interdire. Mais il y a des choses quand même qu'il ne faut pas faire socialement. Je veux dire que on n'escagasse pas un enfant en lui flanquant des gifles.
par Non, exemple. mais je dis pas ça, je dis qu'elle doit être bornée et limitée, mais je veux dire que l'agressivité, elle est réduite à de la bienveillance. Elle ne peut pas être réduite à de la bienveillance. Elle doit s'exprimer d'une certaine façon, sublimée ou pas encore symbolisée, imaginaire, mais enfin, il n'y a pas ce sas-là, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je veux pas dire que oui, on a le droit de mettre des gifles. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est l'agressivité. Oui, elle est autorisée, mais elle est autorisée sur certaines formes. Et c'est pas ce qu'on nous renvoie au niveau de la société. Voilà. Si vous voulez que je sois précise. Si vous voulez, ce que vous dites de l'agressivité, en termes de, comme une sorte de nécessité vitale d'un individu, je l'entends ça, je peux le comprendre tout à fait. Mais c'est pas là-dessus que ça que porte c'est pas là-dessus que la question s'arrête. Vous l'étendez à quelque chose de plus général, comme quoi l'agressivité de l'individu euh, ne devrait pas être articulée à la loi. Et ça paraît difficile parce que ça implique, par exemple, bon, dans les termes les freudiens les plus classiques, que euh, ben, qu'il faudrait, au fond, que aujourd'hui nous vivons dans un excès de surmoi et qu'il y a trop de surmoi et que le ça devrait pouvoir enfin s'exprimer librement. Ben non. Enfin, Laure, je crois comprendre votre idée. Dites-moi. Il me semble que vous dites trop de censure de l'agressivité conduit à des agressions. Oui, C'est ça? oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, pour moi, il y a un juste milieu. En fait, je suis pas dans les bornes supérieures et inférieures. Je suis dans l'accueil, en fait, comme la dame, Madame Eugénie, qui accueillait la colère de ce monsieur, donc l'agressivité. Et finalement, ça s'est passé par un passage à l'acte, l'agression, le fait qu'il ait coupé la psychothérapie. Pas, pas mélanger colère et agressivité. Là, c'est deux choses différentes. Dans le cadre d'une thérapie, la colère, elle est tout à fait entendable, bien sûr. L'agressivité, à mon sens, hein, ça c'est mon avis personnel, pas du tout. Moi, si j'ai un patient agressif, je lui dis, écoutez, monsieur ou madame, on va pas pouvoir fonctionner ensemble, hein. Je vais pas être le thérapeute pour vous, hein. Je pourrais Voilà. pas. La colère, c'est une forme d'agressivité, en fait, mais une agressivité socialement valable, en fait. Voilà. Oui, mais pas dirigé contre le thérapeute. Non, dirigée Alors que, contre. voilà, si on Oui. parle d'agressivité, c'est entre le patient et le thérapeute. Qu'il exprime sa colère pour X raisons, pas de problème. Oui, mais pour... Là, en être agressif envers celui qui est en face de lui ou d'elle, Oui, alors ça, peut pas, la thérapie ne peut pas fonctionner dans ce cadre-là. S'il n'y a pas cette relation de confiance, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc moi, je coupe court. Je dis, je suis désolé, mais je ne peux pas. mais dans du transfert négatif, il y a de l'agressivité. Contre transfert négatif. Voilà. Non, mais qu'on s'entende ponctuellement, oui, bien sûr. Voilà. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Voilà, faut pas voilà. que ça s'installe. Faut pas que ça s'installe. Bon, voilà. Merci pour vos réponses. Je vous en prie. Isabelle? Oui, bonjour, pardon, du coup, je me suis un peu diluée dans la, la question d'avant. Alors, je voulais revenir sur le fait tout à l'heure que vous disiez, Monsieur Madé, c'est peut-être pas tant la société qui fait l'homme que les hommes qui font la société. Et alors, ça m'a amené peut-être un lien, si j'ai bien suivi, et vous me dites si je suis partie de travers, avec cette résurgence très forte du fait religieux que pointait tout à l'heure le professeur Naudin. Et je me disais peut-être qu'en fait l'un procède de l'autre, si je comprends bien. Est-ce qu'on peut supposer que
Effectivement, les individus pervers, par exemple, font des structures perverses. Voilà, les individus qui sont état limite, ils font des sociétés et des structures qui sont limites aussi. Et ce qui peut peut-être expliquer qu'on se retrouve avec des individus qui sont dans des passages à l'acte de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, et qu'on peut peut-être considérer comme des questions au cadre, en fait. J'envoie un passage à l'acte dans l'espace de la société pour voir si par hasard il y aurait un écho. Et l'écho, dans l'espace sociétal où il est envoyé, enfin le passage à l'acte, il ne trouve pas forcément d'écho, pardon, dans l'espace sociétal où il est envoyé, parce que l'espace, il est géré sans normes ou alors avec des normes insuffisantes. Euh, la famille, l'organisation du travail, l'organisation du pays, peut-être si on veut voir plus large. Et alors, cette absence d'écho de la norme fait que peut-être on assiste en même temps à des passages à l'acte de plus en plus virulents, comme autant de questions qui ne trouvent pas de réponse, et en même temps à des retours à des faits religieux, des pratiques religieuses, parce que c'est vrai qu'elles sont en augmentation, mais j'observe qu'elles sont en augmentation sur des pratiques très rigoristes quand même, sur des cas très durs. Je veux dire, ceux qui se convertissent maintenant au christianisme le font sur C'est des vrai. bases. Hein, c'est le 19e siècle quand même, hein, c'est les processions, pieds nus, etc. Non, non, mais je dis avec beaucoup d'affection et de gentillesse, mais j'observe. De la même manière que les gens qui se convertissent à l'islam se convertissent à un islam très dur aussi, hein, ils y vont carrément, quoi. Euh, et, euh, et comme pour venir dire, OK, j'ai tenté plein de choses, il n'y a toujours pas d'écho, je vais en prendre un autre avec une norme peut-être supérieure à celle de la société, qui expliquerait qu'en France, on veut l'éradiquer, le fait religieux, parce qu'il y a une hiérarchie des normes, sinon, et puis peut-être que du coup, la religion, elle est supérieure à la norme de la République, et ça serait dangereux. Mais en tout état de cause, face à ce genre de patients qui sont des passages à l'acte qui les font souffrir eux-mêmes, euh, est-ce que leur suggérer d'aller à la recherche de leur propre forme de normes, d'être auto-normés, littéralement, ça peut être quelque chose qui participe à les soulager? Elle était trop longue ma question, je suis désolée. J'ai digressé. J'ai beaucoup Elle est digressé. intéressante, votre question. Elle est intéressante, votre question, parce que pendant que l'exposiez, au départ, lorsque vous disiez, vous voyez, le passage à l'acte comme ça, j'ai pensé en fait à ce moment assez incroyable où Elon Musk a envoyé dans l'espace une Tesla avec son Mm. conducteur à son effigie. Ouais. euh, et le monde entier était au courant de ce truc-là. Et Mm. effectivement, il ne peut pas y avoir d'écho ou de limite. Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe pour cette personne nommée Elon Musk qui sait ou qui prétend qu'elle est un autiste d'Asperger? Mm. Et c'est pas impossible. Ah. En tout cas, il n'y a pas plus de. euh, j'émets pas plus de doutes à son sujet que de doutes sur bon nombre de diagnostics qui sont émis par les personnes elles-mêmes euh, dans ce monde-ci. Mhm. Et le, quand même, quel est ce monde qui est prêt à suivre sans trop se questionner, pour une part? Attendez, pardon, euh, professeur Naudin, pardon. La personne qui s'appelle Jospa, est-ce que tu peux couper ton métro, s'il te plaît? J'ose pas. Mm. c'est un autre. Ouais, parce que du coup, ça supplante votre voix, professeur, je suis désolée. J'ose pas, si tu peux couper ton micro, ça serait chouette.
En Et fait, en plus, ce elle que vous traduit ma disiez est en question, train de c'est se génial. produire. Super interprète. Ouais. Super. Ah, ça devrait Il aller. me- Ça Oui. devrait aller mieux. Ah, j'ai mis un peu de cadre, hein, désolé, hein. Et ben voilà. Il y avait un écho qui partait et bon, qui recherchait du cadre. Bon, bah, le cadre est arrivé. Voilà. Mais visiblement, il faut un Isabelle Translator. C'est horrible. C'est ça, c'est ça. Il nous Pardon, reste 5 professeur. minutes, hein. Bon. Donc Pardon, faut faire professeur. vite. Alors, voilà, moi, disons que j'ai trouvé simplement la question que vous la posiez d'une façon intéressante. Et même si on n'a pas la réponse aujourd'hui, la question, je trouve, est euh, assez pertinente parce que euh, ce côté expansif euh, des moi de certains qui sont donc livrés à eux-mêmes et qui ne rencontrent pas d'opposition, Mm. au fond. On s'expose à tout ça dans la plupart des pays du monde. Il y a ce risque aujourd'hui. Ça signifie qu'on ne se pose pas soi-même comme un contenant suffisant euh, pour pouvoir répondre à notre interaction. Et c'est, euh, ça suppose par exemple que l'on prête un crédit aux techniques qu'ils développent, ou que l'on ne se replie pas en fait à certaines des idées qui sont euh, affichées et contre lesquelles finalement on ne lutte pas à notre petite échelle, etc. C'est difficile euh, de voir ça en termes de psychopathologie, par exemple. En termes de psychopathologie, vous avez évoqué des psychopathologies qui sont cause de passage à l'acte ou d'état limite, etc. Bon. En fait, ou de pervers, vous avez employé Oui. l'idée des pervers. Il y en aura toujours des pervers, parce qu'il y aura toujours euh, des sociétés qui posent des lois et des gens qui les, qui les outrepassent. Il y aura toujours une diversité de psychopathologies. La vérité, c'est que ce qui sert d'équilibre à l'évolution d'une société, c'est la différence. Et c'est le fait que la différence même des psychopathologies font qu'elles sont complémentaires et qu'on construit tous ensemble une société. Quand il y a un excès dans une société donnée d'une psychopathologie qui gagne sur les autres, on assiste à ce moment-là à une évolution obscurantiste et fascisante, parce qu'excessivement normative. Mais très souvent, les sociétés qui ont réussi se sont comportées comme ça à un certain moment. Euh, L'idée de la paix romaine, par exemple, euh, et ainsi de suite. On peut se demander dans quelle mesure certaines sociétés qui se sont avérées fortes et stables n'étaient pas nécessairement passées par des moments où elles étaient particulièrement tordues. Et donc, je crois que c'est le signe qu'il faut une diversité et que aucun conflit euh, ne soit tu. Je voudrais répondre aussi à la personne qui a reparlé sur l'idée de se taire. En fait, je pense qu'il faut faire une différence entre se taire et taire quelque chose. Le problème, c'est quand on s'accorde pour taire quelque chose. C'est là que le déni s'installe et que la question du silence est pervertie, justement. Et je dis ça d'une façon docte, ça me gêne un peu parce que je pense que personne n'est exclu de ça et que je n'ai pas du tout le droit de parler comme si je m'en excluais. C'est un vrai problème qui présuppose qu'il y ait une reconnaissance par la diversité. Oui. Mm. Alors, ça va être un peu Merci brutal, beaucoup. mais il faut qu'on arrête là. Il restait 2 questions. Je vous propose de me les envoyer par mail et puis on procédera comme ça, hein, on y répondra. Je suis désolé, mais là, on est obligé de couper. Merci à tous.
Merci de votre, beaucoup à tous les deux. de votre Merci beaucoup. participation. Oui, merci beaucoup d'organiser ces temps. Vraiment, c'est précieux pour notre réflexion, hein. Merci. Bon, Merci. C'était très Merci bien. beaucoup. Il va y avoir d'autres universités d'été cet août ou non? Ou c'est ah fini tout non, court? là, non. Ok, Là, ok, c'était la dernière, là. très bien. Là, c'est Eh les ben, c'était vacances. super. Faut un petit peu de frustration quand même, sinon, Évidemment. Non, mais je donne car j'avais vu que les années précédentes, il y en avait des fois en août. non, là, En cette regardant année. les archives. Allez, c'était Bonnes super. Bye bye. vacances. Bonnes Bonne vacances. soirée à vacances. tous. Bonnes vacances.